Bonjour et bienvenue. Vous écoutez La Chronique des Volcaniques, un podcast inspirant 100% féminin où je reçois 2 jeudis par mois une chef d'entreprise qui nous parlera de son parcours d'entrepreneur. Je suis Emmanuelle Regna, fondatrice du réseau professionnel et féminin Et les filles c'est jeudi en Auvergne. Et oui, c'est déjà le dernier épisode de la saison 2 de La Chronique des Volcaniques. Je clôture cette saison avec Lola et Semini sur Instagram. Lola est instagrammeuse, elle est blogueuse, elle est influenceuse, on dira même. Et aujourd'hui, justement, on voudrait ensemble lever le voile sur ce métier, qui est un vrai métier, qui demande beaucoup de travail, même si au final, derrière nos écrans, on ne s'en rend peut-être pas compte. C'est d'ailleurs un peu comme ça pour tous les métiers finalement. Mais voilà, du coup, avec Lola, on va parler de son métier d'influenceuse et démystifier tout ça. Bonne écoute. Bonjour Lola, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation au podcast. Je suis ravie de te recevoir. Aujourd'hui, avec toi, on va parler d'influence puisque c'est ton métier. Je voudrais que tu nous donnes un petit peu l'envers du décor, savoir comment tu t'es lancée, etc. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Lola, j'ai 36 ans, je crois. Je suis maman de 3 garçons qui ont 13, bientôt 10 et 2 ans et demi. Et je suis en couple avec Nicolas depuis 15 ans maintenant. Et je suis influenceuse. C'est mon unique métier, je fais plus rien d'autre à côté. Ok. Alors effectivement, moi, quand j'ai commencé à te suivre, tu étais encore assistante maternelle, c'est ça? Oui. Est-ce que justement, tu peux nous expliquer ce que tu as fait comme étude et ce que tu faisais comme travail avant d'être influenceuse? Ok. Alors, j'ai passé une licence de psycho parce que je voulais aller à l'UFM pour être professeur des écoles. J'ai passé le concours plusieurs fois, mais la première année où je l'ai passé, je suis tombée enceinte de Kezia. Donc, j'ai eu du mal à concilier les révisions. Et puis, je suis pas quelqu'un de très scolaire, donc j'ai jamais réussi à passer le barrage des écrits, même si ça se passait très bien quand j'étais en stage. Du coup, pendant mes années d'études, j'ai été AVS. Donc, aujourd'hui, je crois que ça s'appelle plus que AESH. Je m'occupais d'élèves en situation de handicap qui étaient intégrés dans des classes classiques. Et j'ai fait ça plusieurs années avant qu'on déménage en Bretagne. Et quand je suis arrivée en Bretagne, je ne voulais plus faire ça. Donc, j'ai hésité en fait entre reprendre mes études pour être auxiliaire de puériculture ou demander l'agrément d'assistante maternelle. Et en fait, comme Nicolas travaille dans la restauration et que les horaires étaient assez complexes pour gérer la famille, j'ai choisi de passer mon agrément pour être assistante maternelle. Et donc, j'ai exercé pendant plus de 5 ans en parallèle de l'influence au départ. Et puis après, j'ai arrêté il y a bientôt 3 ans. Comment ça a commencé justement l'influence? Complètement par hasard. En fait, moi, je fais partie des bébés d'Instagram, c'est-à-dire que j'ai téléchargé l'appli au tout début quand elle venait de sortir. C'était, je sais pas si c'était la première, mais c'était une des premières applications photo. Et comme j'adorais la photo depuis que j'avais eu Kezia et que je commençais à m'y intéresser, naturellement, j'ai téléchargé avec des amis. Et voilà, on était contente, on avait des filtres, on partageait un peu du quotidien. Ça n'avait rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. Et le métier Mhm. d'influenceur n'existait même pas. Et voilà, je l'ai fait juste par plaisir au départ. Ensuite, j'ai décidé d'ouvrir un blog parce qu'il y avait pas mal de questions qui revenaient régulièrement. Donc, à force de toujours répéter la même chose, je me suis dit, bah, je vais écrire tout ça dans un article et ça va aussi me permettre de faire de la photo sur le blog. Donc, j'ai continué comme ça avec le blog. Et puis, petit à petit, au départ, c'était des propositions pour recevoir des produits gratuitement. Et voilà, comme j'étais assistante maternelle, ça m'arrangeait bien puisque ça m'a permis aussi de recevoir à la maison des poussettes ou voilà, du matériel, des jeux que j'utilisais avec les enfants et à moindre coût.
Et puis un jour, une amie m'a dit, écoute, elle travaille dans une agence, mais qui gérait pas d'influenceurs. Et elle m'a dit, est-ce que tu veux venir chez nous? Et en fait, moi, j'étais à ce moment-là, avant même les années précédentes, j'étais catégorique sur le fait que je voulais pas faire ce métier-là parce que j'avais la sensation que je serais obligée de faire des choses qui n'étaient pas en accord avec mes valeurs et que je serais obligée d'accepter des choses, enfin, de travailler pour des marques pour lesquelles j'ai pas envie ou de dire des choses sur des produits que j'ai pas envie de dire. Donc, c'était non, je refusais catégoriquement que de devenir influenceur. Et puis, cette fille-là, je la connaissais un peu et ça m'a mis en confiance. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas mettre un peu de beurre dans les épinards finalement. Quand on est assistante maternelle, on travaille pas mal et puis les salaires, c'est pas forcément mirobolants. Donc, je me suis dit, bon, bah, go, on teste et puis on verra ce qui se passe. Et voilà. Et ça n'a fait que augmenter. Et un jour, j'en ai fait mon, mon métier uniquement. C'est marrant ce que tu dis là, et c'est exactement pour cette raison que tu es là aujourd'hui. C'est parce que ça se ressent beaucoup que tu as des valeurs très ancrées et que moi j'attache beaucoup d'importance aux valeurs de bienveillance, etc. Et ça se ressent quand on t'entend parler en story, etc. Et c'est pour ça que j'avais envie de t'interviewer parce que bah, c'est les valeurs que nous on prône dans le réseau. Justement, est-ce que tu as des regrets? Est-ce qu'il y a des marques pour lesquelles tu as travaillé et aujourd'hui tu regrettes de l'avoir fait? Je suis un petit poisson rouge, donc j'oublie pas mal de choses. Donc, je pourrais pas revenir sur toutes les dernières années et tout ce que j'ai fait parce que j'ai pas en mémoire toutes les collaborations que j'ai fait. Peut-être que si je regardais, il y aurait des choses où je me dirais, bon, bah, ça, c'était peut-être pas utile. J'ai pas d'énormes regrets à me dire, ah non, mais ça, vraiment, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Il y a eu des fois aussi où ça s'est pas forcément bien passé, mais je pouvais pas le savoir en amont, c'est-à-dire que c'était pas le problème de la marque ou du produit, c'était la communication avec l'agence et les exigences parfois qu'ils pouvaient avoir sur le fait. Et puis, il faut aussi dire que l'influence a énormément évolué. L'influence d'aujourd'hui n'est pas celle qu'elle était il y a 5 ans en arrière. Et au départ, on avait un peu, on était très libre sur notre façon de faire. Le contenu, on pouvait faire celui qu'on voulait, de la manière qu'on voulait, on pouvait dire ce qu'on voulait et ne pas dire ce qu'on voulait. Enfin, c'était vraiment très, très libre, il n'y avait pas de vérification, alors qu'aujourd'hui, on a des briefs qui nous imposent peut-être un thème ou une façon d'aborder les choses. On a un contenu qui est imposé, enfin voilà, ça n'a plus rien à voir. Euh, donc aussi, on sait davantage ce qu'on va devoir faire en fait. Qu'avant, bon, on était libre, mais on pouvait aussi, enfin, n'importe qui pouvait dire n'importe quoi sur les produits. Je comprends que Oui, ça ait changé et en même temps, bah, ça laisse aussi parfois moins, ça nous moins bloque un d'espace peu, à la on est un peu moins créativité. libre. Ouais, Ouais, voilà, c'est ça. ouais. Ça, on le sait pas avant de travailler avec la marque parce qu'on sait pas forcément les attentes qu'ils vont avoir. Donc, j'ai pas Hmm. d'énormes regrets. Je dirais juste que parfois ça s'est moins bien passé que ce que j'aurais voulu. Et aujourd'hui, il y a des choses que je fais plus que je faisais avant, mais aussi parce que ça a changé, parce que moi j'ai changé. Par exemple, toutes les marques qu'on voit ou qui sont très redondantes et qui font beaucoup beaucoup parler d'elles, c'est un choix du marketing qui est compréhensible. Mais moi, ça m'intéresse plus en fait de faire toujours la même chose, des Mhm. contenus qui reviennent, qui se répètent où on répète inlassablement la même chose pour que le but ce soit finalement que la personne elle achète. Ça, je veux plus le faire. Mais je regrette pas de l'avoir fait avant parce C'était que comme voilà, ça. ça fait partie de mon parcours et j'ai pas de regrets. À partir de quel moment tu t'es dit, il faut que je crée une structure pour pouvoir faire ce travail-là? Ben, à partir du moment où Aurélie m'a contactée pour
me proposer de rentrer à l'agence et donc d'en faire mon métier, d'être rémunérée. Parce que avant ça, je recevais des petits colis comme ça par les marques, mais pour être rémunérée, il faut forcément ouvrir une auto-entreprise. Donc, à partir du moment où j'ai accepté d'être rémunérée, j'ai dû ouvrir l'auto-entreprise. Tu t'es fait aider pour ça? Est-ce que tu avais des Non, pas du amis, tout. une structure, enfin la CCI ou ce genre de choses? Non, enfin, ouvrir une auto-entreprise, c'est assez facile. Enfin, voilà, il Mm. suffit d'aller sur Internet, de pas se tromper et de pas aller sur un site payant, mais en gros, voilà, c'était relativement simple. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la même période, j'ai aussi ouvert, enfin, j'avais aussi besoin d'ouvrir cette autre entreprise parce que j'ai fait de la VDI. Ah, ça, c'était à quelques semaines de décalage, en fait. Et en fait, dans les deux cas, j'avais besoin. Donc, voilà, j'ai eu quelques infos, que ce soit par l'agence où j'étais gérée, soit par les personnes, enfin, l'endroit où j'ai fait la VDI, mais c'était simple, quoi. J'ai pas eu besoin d'avoir d'infos particulières. Tu t'es jamais posé de questions sur le statut? Pour toi, c'était auto-entreprise et rien d'autre? Au départ, oui. Ouais, au début, c'est vrai que j'y connaissais rien, donc on m'avait dit tu te mets auto-entrepreneur, donc je l'avais fait. Bon, après, je regrette pas du tout. Je pense que c'est l'idéal quand on débute. Après, je suis pas professionnelle là-dedans, donc je saurais pas dire, mais j'ai la sensation que c'est quand même l'idéal quand on commence parce qu'on sait pas justement le nombre de collabs qu'on va faire, combien on va toucher, comment on va pouvoir se rémunérer, tout ça. Donc pour moi un bon premier choix. Mais après, c'est vrai que quand les mois ont commencé à passer et que j'ai vu que potentiellement j'allais peut-être dépasser certains seuils, là, je me suis davantage renseignée sur est-ce que c'était intéressant de rester auto-entrepreneur ou est-ce que c'était pas mieux de passer en société. Et du coup, qu'est-ce que tu as choisi de faire? Et du coup, je suis passée en société. Suite à un coaching pro justement, qui était un peu basé là, ça sur l'idée de comment évoluer en fait. Mhm. Et là, j'en ai pas mal parlé avec les filles qui étaient avec moi en coaching et aussi la personne qui me coachait, qui m'ont conseillé justement de passer en société, les raisons pour lesquelles c'était mieux de le faire et que finalement, l'auto-entreprise, c'était pas mal pour débuter, mais si on voulait évoluer, il fallait changer, quoi. Ça a changé quoi concrètement, ce passage en société? Mis à part que tu Euh, payes beaucoup plus de charges. Bah oui et non, c'est différent en fait. C'est-à-dire que les charges sont pas les mêmes parce que l'URSSAF, quand tu es en auto-entreprise, tu les payes sur la totalité de ton chiffre d'affaires, alors que en société, c'est différent. Ça a changé un peu moi aussi, mon statut, la vision que j'avais de moi et de ma profession. Je crois qu'avant d'ouvrir la société, j'osais dire à demi-mot que c'était ce que je faisais dans la vie. Presque j'avais honte que ça allait forcément pas durer et que c'était pas complètement assumé. Et puis le jour où j'ai ouvert la société, bah, je me suis dit bah quand même je viens d'ouvrir une société quoi, donc on n'est plus sur de la rigolade, on n'est plus sur un complément de travail. Je peux plus dire que je suis assistante maternelle parce qu'au début c'était ça, c'est-à-dire que quand on me demandait tu vous faites quoi dans la vie, ben je suis assistante maternelle parce que j'avais de la gêne et j'assumais pas complètement de faire ce métier-là. Pour quelle raison? Je sais pas, parce que au fond de moi, je savais que je faisais les choses bien, mais c'était parce que, comme ce que tu disais avant qu'on débute, l'image, elle est pas toujours très glorieuse et puis parfois même pas mal erronée. Ou alors on s'imagine certaines personnes du métier qui font pas les choses correctement et on assimile ça à tous. Et quand j'ai ouvert la société, ben, je me suis dit, bah non, en fait, Ça t'a donné confiance en toi. ouais, c'est vrai. Bah, le coaching aussi, hein, il était là pour ça, mais c'est vrai que le cap de passer en société aussi a aidé à avoir confiance en moi. Ouais, ok. Tu disais qu'effectivement, et on en parlait en off tout à l'heure, les gens voient le métier d'influenceur comme un métier un peu bling bling, un peu
complètement erronée. Est-ce que tu peux justement nous dire quelle qualité il faut pour faire ce métier? J'en ai absolument aucune idée. Non, mais c'est vrai parce que moi aussi, c'est ça qui fait que j'ai mis longtemps à l'assumer comme mon métier. C'est-à-dire que ça n'existait pas quand j'ai commencé sur Instagram et j'ai continué toujours de faire la même chose. C'est-à-dire que j'ai pas changé, j'ai pas passé de diplôme, j'ai pas fait d'entretien. Voilà, je suis passée de Instagram, c'est sympa, on fait des photos, on parle de notre vie, à Instagram, c'est mon métier et tout ça sans absolument aucune formation, aucune, même aucun désir d'arriver là. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, les gens disent, bon, je vais me mettre sur les réseaux et je vais en faire mon métier. Mais moi, c'était pas du tout le cas. Donc, je sais pas ce qui est, quelle qualité il faut avoir pour faire ça. Je pense qu'il y a plein d'influences différentes, qu'on n'a pas tous les mêmes Mm. qualités. Mais je dirais qu'il faut au moins en avoir une, c'est savoir se détacher et pas prendre les choses trop à cœur pour pas souffrir en fait. Parce que quand ça devient trop difficile à gérer et on l'a vu, hein, il y a eu des drames qui se sont passés parce que des gens n'avaient pas les épaules pour, euh, pour subir la folie des gens et les critiques, etc. Je crois qu'il faut se dire avant d'en arriver là, bon bah là j'arrête quoi. J'adore ce que je fais, mais c'est trop difficile pour moi de gérer, ou alors savoir se détacher. Et dans ce cas-là, ben, il n'y a pas de problème quoi. Moi je souffre pas de ce genre de situation parce que même quand ça m'arrive, ça me touche pas particulièrement. Mhm. C'est quoi justement l'envers du décor? Tu fais un peu allusion là au message pas très sympathique que vous êtes nombreux à recevoir. L'envers du décor, c'est pas finalement très différent de l'envers du décor de la vie des autres métiers, hein. Il y a pas, je crois qu'il n'y a pas un métier où on n'est pas amené à avoir des reproches, des critiques, des clients ou d'autres personnes. D'ailleurs, enfin moi avant j'étais assistante maternelle et c'est pareil. On nous disait que c'était facile ce qu'on faisait, que enfin, voilà, parfois les parents pensent qu'on est leur ami ou quelqu'un de la famille et qui peuvent nous laisser les enfants quand ils veulent sans que nous, ça nous dérange alors qu'on a une vie et que c'est notre métier et qu'on peut pas dire, bah oui, d'accord, là, je te le garde une heure de plus. Enfin voilà, on n'est pas là pour rigoler et on a plein de reproches parce que bien sûr, il y en a qui font les choses mal et on est tout assigné à ça. Oui, mais non, moi, je mets pas mon enfant chez une assistante maternelle parce que on ne sait pas ce qui va se passer. Elle va peut-être le taper ou enfin voilà. Et avant, j'étais dans l'éducation nationale, je travaillais dans des écoles et c'est pareil, il y a des parents qui critiquent, mais ils sont toujours en vacances, mais ils font rien de leur vie, c'est des bons à rien. Enfin, je veux dire, c'est tous les métiers sont comme ça. Si on n'est pas prêt à accepter d'entendre qu'il y a des gens qui comprennent pas ce qu'on fait ou même qui ont un avis différent d'une autre, bah, c'est compliqué quoi. Donc je trouve que c'est pas plus difficile de faire ce métier-là qu'un autre. Mhm. C'est surtout bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, arriver à se détacher de tout ça et de pas prendre trop à cœur, surtout de la vie de gens qu'on connaît pas finalement. Si Ouais. demain, mon compagnon ou ma maman ou des amis venaient me dire, bah écoute franchement, je trouve que tu devrais pas faire ça pour X ou Y raison, ben là peut-être que je me remettrai en question, mais la vie de un tel caché derrière un pseudo, souvent il y a même pas de photo qui te dit que tu es une mauvaise personne et que tu critiques et parfois qui vont très très loin hein, dans leurs paroles. Moi j'ai plus de la peine pour ces gens-là, donc finalement c'est un envers du décor qui existe partout, Mhm. je C'est pense sûr. en tout cas. Est-ce que tu t'es fixé des limites à pas dépasser? Alors, tu as fait le choix de montrer tes enfants, d'autres ne le font pas. Est-ce que tu t'es fixé des limites sur certaines choses? Inconsciemment, sûrement. Consciemment, je dirais que c'est quelque chose à laquelle j'ai pas forcément réfléchi, mais que je fais naturellement.
Par exemple, mettre Mhm. mes enfants dans des situations dérangeantes ou Mhm. les mettre en scène, leur demander de faire des choses qu'ils voudraient pas faire parce que ça m'arrange et que, je sais pas, je pense que ça va faire des vues. Enfin, voilà, respecter un peu quand même un minimum leur intimité et pas tout partager. Il y a plein de choses, bien évidemment, que je dis pas sur notre vie, mais c'est pas forcément réfléchi. Je me dis pas à chaque fois que je poste quelque chose, est-ce que ça je peux en parler ou est-ce que ça j'en parle pas. Oui, c'est devenu C'est naturel pour je toi. fais au feeling en fait. Oui, voilà, c'est ça. Et parfois je me dis non, voilà, c'est une mauvaise idée de le faire et je le fais pas et peut-être que qu'un jour après je vais parler de ça parce que finalement je le sens bien et enfin je, je suis vraiment au feeling mais il y a plein évidemment plein de choses que je garde pour nous et de toute façon comme je Mhm. dis toujours à chaque fois que on peut me faire de reproches même avant les réseaux sociaux mais quand à chaque fois qu'on me fait un reproche sur ma parentalité ou le fait de la façon dont j'éduque mes enfants je dis mais si un jour il se passe quelque chose c'est moi qui vais gérer pas le voisin pas les gens qui sont Mhm. sur Insta. Donc, j'assumerai mes choix quoi qu'il arrive. Quand on est chef d'entreprise, on a plein de cordes à son arc. Enfin, on est un peu obligé, à part si on se fait aider par un comptable, etc. Enfin, toi, en tant que, enfin, j'imagine SARL, enfin, ce genre de Ouais. structure, tu as l'obligation d'avoir un comptable. Mais ce que je veux dire, c'est que à ceux qui disent que ton métier, c'est pas un vrai métier, tu leur dirais quoi? Donc, Tu leur dirais je leur quoi? dirais de venir prendre ma place, de voir tous les aspects. C'est sûr que de derrière l'écran, ça a l'air sympa. On reçoit un colis, on en parle et pour eux, ça s'arrête là, en fait. Et c'est Mhm. chouette, on a reçu un produit gratuitement et on en a parlé, on a fait deux, trois stories et puis basta. Mais tout ce qu'il y a à côté. Et là, on peut parler effectivement de la comptable, mais quand on a une auto-entreprise, on n'a pas de comptable. Enfin, moi, ça m'a aussi beaucoup soulagée de passer en société et d'avoir une comptable pour m'épauler. Mais la comptable, c'est pas elle qui vient trier mes tickets, envoyer Bien mes sûr. factures, créer mes factures. Voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses que j'aurais jamais fait si j'avais pas je m'étais pas lancée là-dedans. Euh, donc voilà, la facturation, la comptabilité, c'est des choses auxquelles j'avais pas pensé et que j'aurais jamais imaginé faire. Mais voilà, on apprend, c'est comme ça pour tout le monde. Et puis il y a aussi toute la communication avec les marques en amont, avant justement la création de contenu, pour se mettre d'accord sur ce qui va être fait ou pas fait, la façon dont on va parler. Ensuite, il y a la création justement du contenu, et c'est pas seulement tourner une vidéo 5 minutes. Parfois, ça va beaucoup plus loin. Je sais que moi maintenant, je me fais épauler par une vidéaste, mais même me faire épauler par une vidéaste, ça veut aussi dire trouver un timing sur lequel on est disponible toutes les deux faire créer la vidéo, s'arranger pour que les enfants soient là s'il y a besoin des enfants, penser en amont à la vidéo qui va être que qu'on va créer, la proposer à la marque et avant tout ça, il y a tout ce qui est négociation des tarifs avec l'agence. Et puis après, il y a les retours de la marque. Bah, nous, finalement, on imaginait plutôt ça comme ceci. Donc, parfois, ça va être des contenus qui vont être retournés ou des textes qui vont être modifiés parce qu'ils veulent davantage accentuer quelque chose plutôt qu'une autre. Parce que eux, ils ont leur vision, puis nous, on a notre vision des choses. Et au final, vraiment, les gens qui critiquent et qui pensent que c'est simple, bah, je dis juste d'y aller et puis de le faire. Hein. Mais comme je le disais déjà quand je travaillais dans l'éducation nationale, c'est tellement plus facile d'être extérieur à tout ça et de dire que c'est simple. Mais si c'était si simple, bah, tout le monde le ferait. C'est ça. C'est une bonne conclusion, effectivement. Tu parlais justement que tu te faisais épauler par une vidéaste. Est-ce que tu as d'autres prestataires qui t'aident ou est-ce que tu as embauché quelqu'un? Est-ce que tu as J'ai une jamais, aide administrative? j'ai jamais embauché personne parce que ça coûte trop cher. Ouais. Mais par contre, écoute, effectivement, je fais appel des personnes comme la vidéaste ou photographe
La seule raison, c'est parce que ça coûte cher ou est-ce que Non, mais ou est-ce que c'est une peur? alors, embaucher, clairement, c'est l'argent. Parce que, par exemple, j'adorerais proposer à Nico d'avoir un poste et de m'épauler dans la vie de tous les jours. On aime beaucoup passer du temps ensemble. Mais financièrement, ce serait pas du tout intéressant. Ouais. Comment tu vois l'avenir justement ça fait des années qu'on entend dire ah mais Instagram ça va pas durer toute la vie, etc. Alors ça serait bien mon problème aussi puisque je suis community manager. Donc si Insta demain n'existe plus, ben, je n'ai plus de travail non plus. Mais est-ce que tu y penses de temps en temps? Est-ce que tu imagines l'avenir? J'y pense pas parce que c'est pas là. Tant que ce sera pas là, j'y penserai pas. Évidemment, c'est comme les inquiétudes qu'on peut avoir par rapport aux enfants ou à la vie de famille ou voilà toutes les questions qu'on peut se poser dans la vie. Moi, tant que c'est pas là, j'y pense pas. Je sais que ça peut arriver, mais par contre, j'y pense pas parce que c'est pas là. Donc, à aucun moment je me dis et si demain tout s'arrête, qu'est-ce que je vais faire? Mais par contre, j'ai conscience que ça peut s'arrêter et ça ne me fait absolument pas peur dans le sens où, comme pour n'importe qui, quand on est dans une société depuis des années et que tout va bien, à aucun moment on va réfléchir à et si demain la boîte coule, qu'est-ce que je fais? On pense Ouais, pas à ça puisque ça va bien. non. Là, ça va bien, donc je me pose pas de questions sur ce que je vais faire après. Par contre, oui, je me suis déjà dit, bon, bah, effectivement, si demain ça s'arrête, ou même si demain, moi, j'ai plus envie de faire ça, parce que c'est possible aussi, vers quoi je me dirigerai. J'ai aussi fait en parallèle, par exemple, ces derniers mois, de la vente du marketing de réseau avec la Skin. Bah, je me dis que potentiellement, c'est peut-être quelque chose vers laquelle je me tournerais davantage. Ou alors, je reprendrais des études par rapport à ce que je faisais avant, ou alors je reprendrais mon métier d'assistante maternelle. Enfin, pour moi, les possibilités, elles sont immenses. Donc, je ne me pose absolument pas la question et je suis absolument pas inquiète. Et si vraiment ça arrive, Bah, ça comme arrive. n'importe qui, en fait, oui, non, mais voilà, c'est ça, ça arrive. Et je ferai avec et je trouverai ma voie. C'est pas inquiétant. C'est-à-dire que au départ, je pensais déjà être professeur des écoles. Aujourd'hui, je fais quelque chose qui n'a rien à voir. Donc, je me dis que il y aura forcément quelque chose qui m'attendra après ça. Tu te voyais justement un jour chef d'entreprise ou Pas du c'était pas tout. du tout Ah non, ouais. vraiment pas. Et puis dans ma famille, il n'y a pas ça. Enfin, chez moi, j'ai pas d'exemple de personnes qui ont entrepris, qui ont ouvert des sociétés. Enfin, vraiment, c'était à mille lieues de tout ce que je pouvais imaginer. Et puis moi, de base, vraiment, mon truc, c'est les enfants. Donc, euh, donc non, vraiment pas. Je pensais pas que ça m'arriverait un jour. Mais c'est très bien comme ça. Alors nous, on est un réseau de chefs d'entreprise. On existe pour créer du lien justement entre ces femmes qui souvent ben, travaillent de chez elles et toutes seules. Est-ce que toi, tu t'es rapproché soit d'un réseau de chefs d'entreprise, soit un réseau d'influenceuses? Alors je sais que vous êtes beaucoup à être en contact régulier, même si vous habitez pas dans les mêmes villes. Mais est-ce que il existe un lien, un réseau quelconque? Je dirais que le réseau le plus important que j'ai, c'est celui que j'ai avec mon agence qui gère du coup plusieurs influenceurs et forcément on est amené à se croiser et parfois à travailler ensemble. Donc c'est le réseau le plus important que j'ai, mais j'ai pas de réseau d'amis ou de connaissances qui sont chefs d'entreprise. Après j'ai des amis qui voilà ont ouvert des restaurants ou voilà, Hmm. ça arrive, mais je veux dire, c'est par hasard, quoi. C'était pas un choix de créer un réseau. T'en ressens pas le besoin en fait. Non. Et puis on dit toujours que quand on travaille de chez soi, comme ça, on peut se sentir seul. Mais moi, c'est pas du tout quelque chose que je vis parce que je fais plein d'autres choses à l'extérieur. Et, et puis, quand même, on est en contact avec plein de gens sur les réseaux, même si c'est pas les mêmes contacts, mais je me sens, enfin,
si j'ai des questions à poser, je sais que j'aurai toujours quelqu'un avec Mhm. qui parler. Ok. Est-ce que pour finir, tu as quelque chose à ajouter, un message à faire passer à ta communauté, par exemple, ou quelque chose de plus précis sur l'entrepreneuriat en général? Je dirais que aujourd'hui, on a tendance à valoriser l'entrepreneuriat parce que on pense, je dirais à tort, que l'entrepreneuriat, c'est la liberté et le salariat, c'est les règles et l'obligation de faire des choses qu'on n'a pas envie. Et j'aurais tendance à dire que c'est pas vrai, qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux catégories, qu'effectivement, on n'a peut-être pas la liberté de pouvoir créer et faire les choses qu'on veut quand on est employé, mais on n'est pas complètement libre non plus quand on entreprend et qu'il faut quand même avoir conscience que ce n'est pas que de la liberté et de la facilité et des choix personnels. Et, et on peut être un peu surpris de se retrouver, enfin de devenir euh, chef d'entreprise ou juste entrepreneur par le nombre de choses justement qu'on a à gérer et que c'est bien de se renseigner vraiment en amont sur peu importe la branche dans laquelle on va, mais ce que ça implique vraiment et pas juste ce qu'on imagine que ça implique. Mais je pense que ça vaut pour tous les métiers, hein. J'ai beaucoup en ce moment, je réfléchis beaucoup à ça parce que Kezia va bientôt finir le collège et donc on demande à ses enfants de savoir ce qu'ils veulent faire dans la vie. Mais en fait, on leur demande de savoir ce qu'ils veulent faire alors qu'ils ne savent rien des métiers, rien du tout. Ils n'ont jamais vu personne, excepté leurs parents ou peut-être des proches, mais parfois c'est pas du tout la branche qu'ils veulent emprunter. Et donc on leur demande de faire des choix sans qu'ils sachent en quoi ça consiste. Et ça, je trouve ça dommage. Je trouve que c'est hyper important d'aller voir et d'aller discuter avec des gens, de voir en quoi ça consiste vraiment. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai accepté de participer au podcast parce que je me suis dit, bah, peut-être que je donnerais une autre image à l'influence, que les gens ne diront pas, c'est juste, voilà, elle reçoit un produit chez elle, elle est heureuse et elle en parle au bout de 5 minutes et puis basta, ça s'arrête là. Et peut-être qu'il y en a qui changeront pas d'avis, mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que dans les deux cas, il y a des avantages et des inconvénients. Et je peux comprendre qu'il y a des gens qui se sentent mieux dans le salariat. Et c'est OK, en fait. Il y a pas de, faut pas mettre l'entrepreneuriat et les chefs d'entreprise sur un piédestal. On est fait ou on n'est pas fait pour l'être. Et puis, ça peut aussi être une période de notre vie où on a envie. Et puis, finalement, on n'a plus envie. C'est-à-dire que même si demain, moi, j'étais un nouveau salarié, je le vivrais très bien. Il n'y a pas de honte Ah non, il n'y a pas de à honte faire à l'un et avoir, l'autre. c'est sûr. On est bien d'accord. Ouais, ouais. Super. Eh ben, écoute, ce sera le mot de la fin. Je te remercie en tout cas infiniment d'avoir levé un peu le voile sur l'influence, de nous en avoir dit un Merci peu à toi. plus. Et puis je te dis à très bientôt. Bah oui, à bientôt, merci. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il aura été pour vous inspirant. N'hésitez pas à le partager à votre entourage pour encourager dans leur projet le plus de femmes possible. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur etlesfillescestjeudi.com et sur les réseaux sociaux du même nom. À très vite!